There is this thing. Do you realize there is this thing? Do you realize Consciousness is affected. There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize Our consciousness is affected. there is this thing going on? What is called The news brought to you live. Bonjour, bienvenue sur En Profondeur 90.3 FM, ckut.ca. Aujourd'hui, nous allons entendre une conférence, en fait, les parties essentielles de cette conférence, intitulée « Résistance et protection des territoires non cédés contre GNL », gaz naturel liquéfié, le projet GNL Québec, projet d'infrastructure, des usines de liquéfaction, de ports en eau profonde, de gazoducs sur 780 km et au-delà. Donc, résistance et protection des territoires non cédés contre GNL et au-delà, s'organiser sur le terrain et agir concrètement en alliance. Cette conférence était présentée le 4 juin 2020 avec Shannon Chief. Shannon est née et a grandi dans le clan des loups de la nation Anishinaabe-Algonquine. Elle milite en faveur des droits sur le territoire de la nation algonquine du bassin versant de la rivière des Outaouais. Elle est l'une des 13 membres du comité à but non lucratif de NABRO, ANOR de son sigle en anglais. La nation Anishinaabe a été historiquement confrontée aux défis environnementaux provoqués par les projets gazoducs, lesquels menacent sur le long terme les eaux, les terrains de chasse, les sources de médecine, les sites culturels sacrés et mettent en danger les animaux qui se retrouvent sans aucun sanctuaire pour se réfugier. En raison de la COVID-19, un fléau sanitaire menace leurs anciens et des nouvelles formes d'organisation sont en train d'être développées. Shannon Chief est également membre du Original People's Caucus, un comité national orienté vers le leadership autochtone des forums sociaux des peuples. Michael Paul, né à Mastayache, Michael Kwakwoteo est un Nuchiminu, ou Innu du territoire, chasseur-cueilleur traditionnel des bassins versants du Pikwakami du Nitassinan, territoire traditionnel Innu non cédé. Il s'active depuis plusieurs années sur les lignes de front pour la défense du territoire. Il a été le porte-parole de l'Alliance Pikwakami-Innuatch, un comité Innu contre le barrage sur la rivière Wewatchwan, et aussi porte-parole du regroupement des familles traditionnelles chasseurs-cueilleurs Innuatch. Maintenant membre du collectif des premiers peuples défenseurs de la terre et des souverainetés ancestrales, il a milité dès le début contre le projet GNL et a organisé une manifestation en 2017 contre GNL avec des Innuatch de sa communauté des Alliés. Il est également un auteur-compositeur-interprète. Son nom d'artiste est Mike Paul Kwakwoteo. Son dernier album, Origin, a été nominé aux Indigenous Music Awards et aussi aux Folk Canadian Music Awards. Ses chansons parlent d'agir pour protéger le sacré, la terre, également des souverainetés ancestrales décoloniales. Il a participé à l'écriture d'un texte du manifeste des premiers peuples avec plusieurs autres alliés autochtones qui ont donné leur vision de la souveraineté ancestrale avec le collectif Ichpetun-Tamun Chikwanu Assis pour la revue Liberté. Le projet de gazoduc et les usines de liquéfaction menacent directement les Nitassinan non cédés. Le gazoduc passera sur de nombreux territoires de chasse Innu et participera de nombreuses espèces animales et végétales en plus du transport de lourds méthaniers de gaz liquéfié dans le Pichitao Ichech, le fjord. Ce gaz de fracturation n'est pas le bienvenu sur Nitassinan. La population de Mastayache a organisé une marche également contre le gazoduc en 2020 lors des mouvements de solidarité avec les Wet'suwet'en. Une entente préliminaire entre le Conseil de bande colonial de Mastayache et GNL a été négociée. Le Conseil de bande a créé un organisme Mamoaki avec le Conseil de bande Atikamekw et Algonquin pour négocier avec Gazoduc. Même une société par action a été créée, Québec Inc., avec 3 conseils de bande comme actionnaires. Dans le descriptif de l'entreprise, on note le rôle qui est de négocier du capital pour le gazoduc et des ententes de dédommagement des activités traditionnelles monétaires. Shani Piap. Shani Piap est une femme Innu de Matimakush, résidente de Wendake, artiste Innu Wendat ainsi que défenseur de l'environnement des droits ancestraux. Vous pouvez la suivre sur la page Yeskonske, YESCONSKE. Merci infiniment Zola Street Art pour les illustrations. Alors, vous allez entendre les parties essentielles de cette conférence. Nous allons aussi entendre les parties essentielles de cette conférence la semaine prochaine. My name is Shannon Chief. I was raised in Barrier Lake, which is also known as Rapid Lake.
I used to live with a community there till I was maybe 14, 15 years old. We had to leave our community because of political differences. And so we had no choice as my family. My mom decided that we should go back to live out on the territory. And that's where I've lived most of my life, out on the territory, on the land. We only had like a 20 by 20 cabin to start off with. Gradually, we built an extension, so on. And that's been like about almost 30 years now. So I'm like in and out of the territory. Presently, I have like a little place out in Maniwaki, Quebec. So I don't really post that kind of stuff where I am because that's my way of protecting myself, having some space for my children and all that, because my kids also still go to school. How are we dealing with this pandemic? Well, we stay home. Maniwaki is a very small town. There's a lot of space, for people to keep doing their day-to-day things, and as it gets warmer, I find like this pandemic has kind of slowed down or is slowing down until maybe it gets cold. That's just my thoughts on what this virus and how it goes around, how it survives and so on. Other than that, I am currently on advisory council for Wanuskatan. Wanuskatan is a group of people that are actually trying to help the Northern Cree communities from a damming that's affecting all their community members. So the kind of things that they're facing there is like the water's changing into green, the fish are being poisoned kind of thing, deforming. And so when I met some people from there, I just kind of had this connection, you and I are meant to work together. So I gave them some of my time to sit on their advisory council so I can still help from where I am. And then I also help my people with the moose moratorium that they're calling for. I try to do my part with my allies I have in Montreal or different other places, because I'm like the external source that takes the messages in and out. So that's how, like, in our clan system, that's how it works. The wolves go in and out, they travel the furthest. So I do those kind of things for my people. And years back when I was teaching, I saw this snake through dreams. It was coming to the land and it was going to try to settle in the ground from how I saw it. So this was like back in 2013, 14. And I didn't know what it was back then, but since last year or so, when it started to come out, that's where I understood it was basically a gas pipeline. So we have like a little bit of a prophecy, like an understanding how it's going to affect our people, really. The ways it'll affect our people are like the usual band council system that permits certain thing. Right now, our people are not signing into it, but they signed something else which will give them more information on how they're going to build this pipeline so they can understand how they're going to do that. But a lot of our people are not for it right now. Some people are being bribed for it. Some communities are being bribed to go in because it'll bring in a lot of money. And that's something that our people don't really have. And also, I think that it's going to affect with it is the log cutting. They're going to cut more trees within the park once they're permitted to go in again. And this time they're not really going to care about whose territory is whose, but it's just like Quebec coming in and saying, this is our territory, this is Crown land. But we have sovereignty over our territories. And I know somewhere down the road our people can somehow unify in order to bring back those sovereign ways, sovereign laws, but it's going to take quite a journey to get our people coming to one mind because it's so much information to bring. It's a lot of discussion. It's a lot of community discussions we'll have to have along the way. So in order to get to where it needs to go. So my little introduction is that for now. Good, Shannon. Can Michael or Shani Pierre talk right now? Koi kasno check Namishtan Velten Ute Tayan Nichin Kashin Michael Paul, Koi Quatseo.
Piroromillu, Chakatapat Mustaton, Chash Wisket, Jenny Nut, Pachakotau Chishpoit et Tau, Kasnu Iliun. Kasnu Enzo Tassits, Miam, Meluel Tomun, Meshkenu, Meluel Tomun, Iliun. Miam, Bimaha Madiwin, Pachimunu, Mouchumnut, Jenny Nut. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer ici ce soir. Michael Paul, j'ai parlé dans ma langue en Innu. J'ai parlé un peu que je me suis présenté, mais je vais parler en français. Michael Paul, c'est mon nom, Carcajou, Kwekwatsel. Donc, j'ai un peu donné d'informations sur. Je viens du Piekouagami, de Meshtéouyats, des bassins versants du Piekouagami, du lac Plat. Nitassinan, territoire non cédé. Je fais partie de la famille, du clan familial Paul, du côté de maternelle, puis du côté paternel de la famille Clairé, mon père. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi, j'ai commencé depuis longtemps. Je suis d'abord, avant tout, un auteur-compositeur et aussi interprète, mais également très engagé sur les territoires, pour la protection des territoires quand même depuis une vingtaine d'années. À l'époque, on avait commencé avec la protection des forêts sur le Nitassinan, du côté de l'Œil du Québec, qu'on surnomme l'Œil du Québec, l'île Levasseur, une forêt qui était un enjeu important à l'époque. Par la suite, c'était le barrage de Vajalbert. Donc, il y a eu plusieurs projets. Moi, j'ai suivi un peu le mouvement parce que dans ma communauté, moi, j'ai eu des enseignements, dans le fond, de mes parents, mes grands-parents. J'ai été très tôt en contact avec le territoire. Je fais partie de la nation, dans le fond, Innu, le peuple Innu. Puis Innu, ben, ce que ça signifie, ça veut dire un humain, mais dans le fond, qui est vraiment en harmonie avec, en équilibre avec tout ce qui l'entoure. Puis, on est issu du territoire, en fait, des nomades chasseurs-cueilleurs. Depuis des millénaires, on occupe ces terres. Puis nos ancêtres ont toujours, on nous surnomme, si on veut, le peuple du caribou, parce que le caribou a contribué à notre survie depuis des temps immémoriaux. Puis on voit un grand respect, en fait, tout ce qui est immatériel, matériel, spirituel, les plantes, les pierres, l'eau, c'est toutes des choses qu'on voit. Tu sais, comme nous, l'instrument majeur, c'est le Teoegan, qui est l'instrument de survie. Donc tout ça, moi, j'ai été très, très tôt, c'est un instrument pour communiquer avec le monde des esprits, le monde des rêves, pour la survie, avec le maître des caribous, pour trouver faveur, pour essayer de trouver la survie. Donc, c'est depuis des temps immémoriaux. Le grand cercle de la survie perdure, la longue marche de la survie pour mon peuple Innu. J'aime ça, appeler ça comme ça. Comparer ça comme ça. Puis, aujourd'hui, moi, ce qui m'a amené vraiment à protéger les territoires, ou vouloir vraiment avoir comme on peut dire, là, ce qui m'a amené à, si on veut, bouger puis faire des actions sur le terrain pour la protection des territoires, la décolonisation, c'est beaucoup les enseignements que j'ai eus des aînés, parce que j'ai beaucoup assisté à des différentes cérémonies, des powwows, rencontré des aînés sur le territoire aussi. J'ai lu beaucoup de livres aussi. J'ai été en contact avec beaucoup aussi de légendes des Atlookans. Les Atlookans sont très importantes chez nous. On trouve beaucoup de savoirs anciens. Toutes nos connaissances des souverainetés ancestrales sont là. Il faut comprendre que le peuple Innu, on a vécu la colonisation depuis 150 ans. Puis c'est un système, carrément, moi je vais rentrer assez carré là, dans le sujet, dans le vif du sujet. C'est incompatible, le système occidental capitaliste, qui est un système, un écocide, est incompatible avec la voie de la bonne vie, tu sais, en équilibre avec l'univers, les plantes de notre peuple. Puis dans la langue Innu, Atawayan, Apu-Atawayan, on peut pas comme vendre nécessairement la terre, ou c'est toujours, c'est non négociable, tu sais, c'est comme si j'irais négocier l'eau, ou c'est un principe qui n'existe pas nécessairement dans la langue. Ça a été adapté, modernisé, tu sais, pour le capital, tu sais. Mais c'est important de comprendre ça. C'est vraiment des réalités là qui sont là. Par exemple, sur notre territoire de Meshtéouyats, évidemment, on a le conseil de bande qui a été instauré avec la loi des Indiens. Donc, c'est vraiment colonial. Ça vient carrément d'initiative du gouvernement, ce qui a remplacé des conseils traditionnels.
Donc, les conseils traditionnels ancestrales, eux, nous autres, c'est plus issu du territoire, des clans familiaux. Comme moi, le nom ancien qu'on retrouve là, c'est Mekenakaski, Mekenakskina, qui est l'ancien nom avant que Clary, tu sais. C'est la terre de la tortue. Chaque famille a comme un lien avec le territoire. On appartient. Tous les étés, on faisait des migrations pour retourner vers le sud, vers le lac, les grands lacs, pour avoir des rencontres. Donc, c'est un peu le rythme de vie au cycle des saisons. C'est comme ça. Puis l'organisation se faisait sur les territoires, toujours dans le respect, même entre les familles. Il y avait un respect, un partage aussi. Je dis il y a toujours ce système-là, en fait. C'est ce qu'on applique. Donc, moi, avec ma famille, je suis installé dans le territoire. Donc, c'est pour ça que je me désigne souvent, en fait, carrément Innu du territoire. Donc, avec un autre aussi clan familial de mon cousin aussi, qui habite. Donc, moi, j'ai décidé d'aller habiter à l'année là, parce que c'est là que c'est vraiment l'importance, je trouve, l'identité de notre peuple. Et j'ai trouvé comme vraiment des enjeux importants qui m'ont été très inquiétants au niveau de GNL, le gazoduc. Puis très tôt là, dans ce projet-là, j'ai remarqué que ça s'est fait très rapidement. Puis souvent, ce qui est sans merci dans ce système colonial-là, c'est qu'on l'apprend dans les journaux. En fait, je l'ai appris dans les journaux. Fait que dans ce système politique-là qu'on vit dans les réserves, souvent, ben là, c'est des décisions qui se prennent par un chef et 6 conseillers. Donc, il y a eu une entente en 2015 préliminaire avec GNL, qui prévoit avoir une usine de liquéfaction à la baie. Donc, le projet en tant que tel, on parle d'un gazoduc qui passe de 680 km, qui part de l'Ontario, qui va traverser les territoires Anishinaabe, Atikamekw, et dans notre région, on va avoir c'est-à-dire à Grande-Anse, eh bien, il va y avoir un port en eau profonde où ils vont liquéfier le gaz de fracturation, parce qu'on va se le dire, c'est du gaz en majorité de fracturation. Donc, cette entente-là qu'ils ont signé préliminaire en 2015, ils l'ont signé comme avec la possibilité, dans le fond, de participer aux études d'impact et aussi négocier une entente ERA. Les ententes ERA, c'est des ententes répercussions-avantages. Vous pourrez aller voir sur Google entente ERA autochtone. Vous allez voir des liens assez rapidement. C'est des ententes souvent confidentielles qui vont parler, entre autres, de répercussions d'avantages, soit que les promoteurs, soit que dans ce cas-ci, ils vont offrir de payer les études d'impact. Donc, dans ce cas-ci, c'est la compagnie elle-même qui paye pour les études d'impact pour engager des biologistes qui vont être engagés par le conseil de bande. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis par après, souvent, ces ententes-là, ça peut mener aussi à des ententes monétaires. Mais ces ententes-là sont souvent confidentielles. Il y a eu quelques documentations qui... Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Fait que dans les médias, le lendemain, ça a été comme un peu un choc en quelque sorte. Fait que c'est ça le non-sens du système dans lequel on vit, colonial. Fait que moi, je trouve important de protéger les territoires. Puis ça, inévitablement, on a besoin pour les prochaines générations. C'est sacré, l'eau, la vie et tout. Fait que le projet a commencé comme ça. Moi, on a, en 2017, organisé une marche pour s'opposer avec d'autres manifestants à Grande-Anse, avec d'autres Inuits. Ça s'est vraiment bien passé. On a rencontré des alliés. Puis on a fait plusieurs soirées aussi, évidemment, à Montréal, lors des événements avec contre GNL, le gazoduc, avec les Anishinaabe aussi, des gens de diverses nations, les Wet'suwet'en également, représentés par Marlene, et aussi les Anishinaabe, il y avait Shannon Chief qui était souvent là aussi. Fait qu'on a souvent débattu, on est comme on dit, en ligne de front contre ce projet-là. Aussi, dans la communauté de Macheteuias, dans ma communauté d'origine, il y a eu une marche de plus de 100 personnes. Il faut se rappeler que en février dernier, c'était carrément shutdown Canada. On bloquait carrément l'industrie gazière et pétrolière. Les Autochtones partout étaient en solidarité. Il y avait une pression qui était grande là, sur les industries pétrolières, ont même perdu des pertes financières. Ils ont fait des annonces.
justement le projet gazoduc. Puis à ce moment-là, il y a eu une nouvelle entente, en fait, avec le conseil de bande de Machtouillas et tous les autres conseils de bande également. Il y avait dans cette entente-là préliminaire. Ils ont créé une société, en fait, qui s'appelle Mamouaki, qui est une société en commandite. Donc, à partir de cette nouvelle entente-là, c'est sûr que ça rassure les investisseurs. Juste avant, la semaine d'avant, il y avait des investisseurs qui se sont désistés avec la pression des Autochtones qu'on a fait contre le gazier. Et donc, c'est sûr que des ententes comme ça, préliminaires, ça vient rassurer les investisseurs. Donc, ça a été stratégique, cette entente-là. Un petit problème que j'ai trouvé dans cette entente-là qu'il faut surveiller. Vraiment, vraiment. Je vais vous expliquer un peu, là. J'ai des documents un peu en avant de moi ici, là. Fait que vous cherchez dans le fond c'est facile, là. Vous tapez sur Google, sur Internet, tapez registraire des entreprises. Sur la recherche, vous allez voir le site du registraire des entreprises. Vous allez voir des onglets à droite. Vous pouvez cliquer rechercher. Donc, quand vous cliquez rechercher une entreprise, et vous allez voir comme apparaître une petite fenêtre dans le bas, vous écrivez Mamouaki, qui s'écrit M-A-M-O, espace A-K-I. Et n'oubliez pas de cliquer dans le bas à gauche. Il faut que vous cochez une case. Et après, vous faites la recherche, vous lancez la recherche. Donc, vous allez trouver facilement comme ça vraiment l'entreprise en question qui a été lancée. Ça a été annoncé dans les médias aussi, évidemment. Donc, là, c'est une société en commandite Mamouaki qui sont basées au 36 rue Kenosi à Wemontashi. Je ne sais pas si vous voyez ici, peut-être mieux. C'est que cette entreprise-là, dans le fond, c'est une société en commandite. Donc, il y a des associés. Le premier associé qui est un commanditaire, qui est la Première Nation de Bijuan. Le deuxième associé, c'est la Première Nation Pequawamilnuts de ma communauté, le conseil de bande. La troisième associée, la Première Nation des Inuits des Sipites, conseil de bande des Sipites. Ces trois-là sont commanditaires. Et le quatrième associé à ça, qui est commandité, celui-ci. C'est une compagnie à numéro dénommée 9410 4213 Québec Incorporé. Donc, c'est là où je vais en venir, c'est que dans les médias, ils ont fait une annonce que tout était beau, c'était pour unir leurs forces, en fait, pour mieux, si on veut, s'opposer au projet, tu sais, puis ils affirmaient ne pas avoir pris position sur le projet, tu sais, alors qu'il y a déjà eu des ententes préliminaires, et ils affirmaient qu'il n'y avait pas eu de rencontre. On sait que le projet a été séparé en deux. Puis ce qui est déplorable là-dedans, c'est qu'en 2015, d'aller signer une entente préliminaire avec le terminal, alors que le gazoduc n'a même pas été en consultation nulle part. Les deux projets peuvent pas exister. Tu sais, l'usine de liquéfaction peut pas exister s'il n'y a pas le gazoduc. Fait, c'est comme ça s'est fait à l'envers. Tu sais, dans l'entente qu'ils ont signé en 2015 de préliminaire, ils affirmaient dans l'entente qu'ils s'inquiétaient de la provenance des gaz, mais ils l'ont signé quand même. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça, la plupart, c'est du gaz de fracturation. Fait qu'ils ont mis ça au bout dans les médias dans la nouvelle entente en 2020. Donc, il n'y a pas longtemps, ça a sorti, Mamouaki. Mais ils n'ont pas parlé du commandité, du 94-42-13. Fait que cette compagnie, ça, ils n'en ont pas parlé dans les médias dans cette nouvelle entente-là. Cette compagnie 94-10-42-13 Québec Incorporé, donc qui est le commandité des commanditaires que j'ai mentionnés plus haut. C'est une société par action. Donc, quand on parle de société par action, on parle c'est des actions qui sont cotées en bourse, dont en bourse comme à New York, qui peuvent être aussi des placements placés soit en fiducie à l'international. Donc, il y a différentes possibilités là, économiques en se plaçant une société par action. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que là, c'est des actionnaires. Donc, il y a la Première Nation Abitiwini, la Première Nation Pequawamilnuts et la Première Nation Atikamekw de Wemontashi. Fait que c'est ça qu'ils n'ont pas parlé. Tu sais, ils disent qu'ils n'ont pas pris position, mais là, ils ont créé une compagnie, tu sais, avec des actionnaires. Puis, quand on lit la description, en fait, de la société Mamouaki, je reviens à, en fait, la société en commandite, Mamouaki, ben, quand on regarde, on lit leur description, objet de la société, de la définition,
Entreprendre des négociations en matière de mesures d'atténuation d'ordre social, environnemental, culture et économique, y compris la possibilité d'une participation au capital. Donc, vous retenez bien le mot, là, participation au capital dans un projet de gazoduc d'une longueur de 780 km. Comment, dans les médias, on peut nous faire avaler? Moi, habituellement, je vais essayer de faire ça dans le respect, mais comment on peut nous mentir dans les médias, nous dire qu'on n'a pas été rencontrés, ils n'ont pas rencontré la compagnie, dire qu'ils ne se sont pas positionnés encore, alors qu'ils ont créé cette entreprise-là avec un objectif clair. Là. C'est écrit noir sur blanc quand vous allez voir le document. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ce que j'appelle vraiment un mensonge flagrant, c'est malhonnête. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut faire des organismes coloniaux. C'est pour ça que je trouve important de se mobiliser contre ces projets-là, de se mobiliser vraiment pour la protection des territoires. C'est pourquoi que moi, je suis prêt à faire des actions directes sur le terrain. Ben, on est déjà installé sur le terrain, puis c'est important. C'est vraiment important d'être sur le terrain. Puis de continuer, tu sais, comme ce qui se passait avant, tu sais, je veux dire, ce qui se passe partout, il y a des solidarités partout. C'est important, tu sais, et il faut pas lâcher. Alors, je tiens à remercier mes sœurs et mes frères Anishinaabe, aussi Atikamekw. Et moi, je vous conseille surtout faut militer vraiment les territoires, pour la question des territoires où passe le gazoduc. Il faut y aller avec les systèmes traditionnels, comme l'enseignement que Shannon donnait au niveau des clans, au niveau des structures ancestrales. Il y a un respect du territoire, il y a un enseignement qui est donné par les aînés. C'est important de suivre ça, parce que la voie des conseils de bande, c'est une créature créée par le fédéral qui est coloniale. Donc, tu sais, quand ils nous parlent, ils nous vendent ça comme l'autodétermination. Tu sais, une autodétermination dans le dictionnaire, la définition, dans le fond, c'est un peuple qui peut se disposer de lui-même, se gouverner à sa façon, sans les influences étrangères. Ce qui est vraiment pas le cas actuellement avec les organes coloniales en place. C'est légiféré par le fédéral. Donc, tout ça pour dire qu'en dehors des réserves, sur les territoires, c'est vraiment l'autorité des familles traditionnelles qui occupent depuis les millénaires. Donc, il faut s'allier avec les familles, connaître l'histoire des territoires, connaître tout ça. Très, très important. Donc, je voulais vous remercier. Alors, je vais laisser la parole là, aux autres. J'ai parlé un petit peu trop. Monsieur Mitaine. Oui. Vraiment bon, merci. OK, merci beaucoup. Vous écoutez toujours cette conférence Résistance et protection contre GNL et au-delà avec Shannon Chief, Michael Paul et Shani Piap. Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM à En Profondeur, ckut.ca. Ok, je pense qu'il faut en parler un petit peu pendant que je vais essayer d'aller chercher Shani Piap si elle n'est pas là. Mais merci à tous les deux. Michael ou Shannon, est-ce que ça vous dérangerait de parler? Est-ce que vous auriez des choses encore que vous vouliez dire pendant le temps que je m'assure que Shani Piap est avec nous? Yeah, I can discuss a little bit more things in detail. Okay, great. Thank you, Miigwech. The question is also, how do you perceive the difference between an ecological struggles in a decolonial indigenous point of view from an ecologique québécois écologiste point of view, by example? How do you perceive the difference on the approach and how the people can approach in a more decolonial ways the struggles, people indigenous and non-indigenous will be my question for now. But if you don't want to answer the discussion, you can add another one. All right. Great. All right. Well, when you think about everything that's going on right now in the world, especially with what's happening to the Black people, you know, we're trying to find our way how to support them. And then with all this going on, which has to pass around, you know, it's their time to do something, you know. That's just how I understand how to try to decolonize yourself from a system that has us conditioned mentally, systematically, you know, the way we do things, you know, we're just so conditioned. And to decolonize yourself, you're just gonna have to like take a lot of time to reflect what's going on in the world. You know, take a lot of time to see how this pattern is keeping us in this kind of a
cycle that's never changing, and it's always keeping us apart from not connecting with nature. My understanding is like when you live in a city, you have to work, you have to pay your bills, you have to pay your hydro, your gas, all these different things. And you don't really have much time to connect yourself with nature or to connect to things that you really, really want to do. So we get sucked into this way of life that was built by capitalism. It has all these different things that people are advocating for. And when the pandemic started, this was something that our elders talked about, also, a lot of different elders talked about it in different parts of the world, as I'm seeing. And this is a time to really reflect who we really are and what kind of world we're going to go back into once all this is done, once it has passed. And it's not going to go away that easy. It might seem like it's going to go away at the end, but it's supposed to come back one more time, as our elders said, and this time it's going to be much harder. So when I look at my own personal self, I look at the situation I'm in right now. I have a little apartment in Maniwaki just to get by, to do the things I got to do, and what ties me into the system. My kids going to school. If I pull them out and if I don't have a curriculum or place to teach my kids, then, my kids can get taken away, for example. I have to maintain certain ties to this world before I can actually really go back and prepare for that world that I want to live in, and I'm working very hard to get to there. And it's a very challenging thing, because when you want to go back to the land, there's other struggles that I am gonna go through, like forestry companies, a mining company that wants to come in again. Then there's the pipeline. Now, these are all different things that's going to affect the land and our waters and animals and so on. So that affects my way of life. So the struggle becomes like so big if I go back to the land. If I stay in town, then, I don't really see those problems as much surfacing because I'm not there. And so if we found ways how to work with each other better, how to involve each other better, I think that the next year, the plan to keep the messages going out there, to keep building our teams, either regionally, nationally, provincially. This is the systematic thing that I'm talking about, that, we have to work with what's there, what we know, for the best that we can, until we can change the way of life. I always hope that, life would change soon. I keep mentioning that in some of my discussions or my Facebook posts, for example. So I'll talk about different way of life that I wish to speak of. And some of them are not very easy coming from an Indigenous perspective, because we struggle so much in our communities. It's not very easy for our people to, our young men and so on. And when I think about all those struggles that we have on the Indigenous levels, on the Indigenous grounds, I find the work to unify our people is going to be a really big one. I have an idea how to get our people together, but it's like you have to look at how a rock gets thrown in the water. You got to start with the first area, then the second, then the third, and so on, following that ripple effect. And then in the end, I think it would be like going back to the old ways. When we listen to our elders, they try to bring back the treaties. We have some people that deny the treaties is not going to work. They've already, they have that mentality where like, oh, it's not going to work. It's useless kind of thing. But we also have those traditional people and very spiritual people that believe that it's the way to follow, because it's the only way that we've ever known. So I believe the ways that we've ever known, and the history points to all those times where we would have to renew a certain way of life coming. And they also said that, the settler people would act as, catalysts or something like that. Like people they're going to be helping along the way. And in this change, this movement that's going to happen, it's going to have to be done
with indigenous and non-indigenous people. And then once we get to that point of time where we're able to change things, we've taken down the gas pipeline. We've taken down the mining issues. We have taken down the Indian Act to replace it with our indigenous governance. And then we've taken down the forestry. Now imagine if you do those things, you would have found a way how to reduce the climate or even stop the climate. But then you still have, the carbon fuse and all these different things, like these factories do that let out all these really gas airs and everything. That's still a problem. So when I think about a new world, I think about how are we going to be able to move or transform from the gases that we use, our cars, even for me, like our generators, our propane tanks, all these gases, how are we going to change from that to something more natural, something that's more like safe on the environment and less, it doesn't hurt Mother Earth kind of thing, and it doesn't hurt the animals, it does not hurt the culture, it won't hurt, people from coming from towns, will be able to go to the land and kind of enjoy those kind of things, so because this is what Mother Earth intended for all her children, to be able to enjoy the land. It's not just the city life, but it's also the land, because everything in the world comes from the land. Every single thing comes from the land. Just we don't really think much about it. And so how we use the land to be able to live and sustain ourselves, that's the transition that we really have to work hard on. Using different kind of wood to replace, what we normally use to build our homes and everything. Even myself, I need a home, that where I can be able to flee in times of COVID-19 if there were a second wave, for example. So I would still need boards, that kind of thing, but we don't have those materials yet for me to use that I can use on my new home, like there's no hemp products available yet. I believe those hemp products would work so much because our homes would last more. They won't rust or rot, as it says it will. Maybe we'll have different clothing. Maybe we'll have less of the clothes that just keeps piling up everywhere. It's a lot of things to make, and this is what the economy is about, is being able to find a business that you can grow from and then be able to grow from there. That world might have to change. That's the only thing I find that is the challenging thing for all of us, because even my people want to succeed in certain businesses, but if you find something that's less damaging, to the earth, then I think we're kind of getting somewhere. Some other things that I'd like to explain to you is for the Indian Act, we've heard so many different discussions about the Indian Act. Band council, this band council, they are made like they are very, very bad people. I find they are vulnerable people. Our people are vulnerable because they have no choice to work with a system that forces them to do certain things, and they are limited from not doing certain things that they want to do, even if they try. This is what I'm learning. I find that there are good people in there, but there's also some people that can't change. So we have to be able to identify those people, but we cannot dispose any of our people, no matter how bad a situation will get. In one of my dreams, I saw our people arguing, the same people. What happens back home in our community is one group of people will go in and get elected as chief and council. They're going to run for 2 years or so doing little things, but then nothing changes. So it's like a game of a ball, pass the ball to one person, here, it's your turn, and they're chief and council kind of thing. The next election comes back, that ball changes direction, it gets to another people. Now these people have it for a while, maybe it might last for 2 or 3 terms kind of thing, but it's always the same thing. And I've grown up watching, our people literally fight, pulling hairs off, everything like that. And it just, every picture we saw either on Facebook or what our people said, coming from our elders, what they saw, I wasn't always in there, but I saw a lot of different things
in the times that I would go to some of the meetings and so on. And nothing hasn't changed. Nothing at all does not change when using the Indian Act system. I don't know how our people are going to feel, like if we do get to that point where we are able to take out the Indian Act and bring back our Indigenous governance, how are some of the people that are placed presently as chiefs or counselors, are they going to get mad at us for it? That's one of my worries, But we have elders, we have youth that want change. And that's where we're going to have to look to provide all those things. And so that's the thing about the Indian Act system. It's always, it does not provide unity among our people to come to one mind when it comes to the environment, when it comes to economic development, because our people are trying so hard, but we only have like certain things that we're allowed to look at and sign it. And it always goes back to the government. It always goes back to the government. So it's like they're so stuck in this place, in this community, or so to do only those certain things, and they don't have, access outside the box. If we want to go outside the box, but no, that's not permitted. It's not the way it's done, that kind of thing. The government always has their hands tied on our arms and so on. So this is what I don't like. It's representation, because there's so much more that our people can do if we look at it in an ecological form. So when I think about things like in ecological form, I always try to bring the idea of, what if our people, had self-employment, for example. When you look at my community or any other communities, because we're all nearly the same, it impacts us all the same way similarly. And when you look at it, these communities, they don't really have jobs. Some of them don't all have, their own businesses kind of things. We're not utilizing our territories, which we should be. So utilizing our territories would be like growing food, for example. So we start looking at the phone, the land, looking at the permacultural understanding of it, where can food grow? I understand not all food can grow out on our territory, because our territory is more like out further north compared to Montreal, compared to the south. Lots of food can grow earlier there compared to ours. So certain things will survive, certain things won't. And then once our people has established a certain passion for growing one thing, then that family becomes, it finds its sustainability, its businesses, and we start helping each other out, succeed, and these are the kind of things I wish that our family would have, our community would have within, at least Parc La Vérendrye. And other things I wish to see was our own people becoming not like a game warden, but more like people that could actually look after the animals, do our own assessments with the land, with the population of the animals, and we're really taking care of it. And we use our clan system, bring back our clan system so that, we can work with each other very well in a respective manner, as opposed to not knowing what your clan and you're clashing on each other, it's not working, that these are I've spent so many years trying to understand what's work, what doesn't work, and so on. So a lot of these things are just I guess I had a lot of time to think about that. Okay, so I've met a lady named Winona LeDuc that's lives in Minnesota. And I met her during my travel down to Winnipeg for a conference. And I just admire this woman very much, and the things that she has done is amazing. And these are the kind of things I wish to see, our people doing here, focusing more on those things, preparing for that new world kind of thing. And what she does was she started growing hemp. Of course, she had to register herself in a way where, that way the government doesn't, attack her for what she's doing, and it's not illegal. At least to start with, she's doing something about it. So she's growing hemp, and she's starting to make different products, experimenting different things, and things are really going great for her. And she just started one of her first hemp houses, which is pretty amazing. Really, really amazing. Yep. We'll have Chani Piap right now. I think she have to go fast. Sorry. Okay, that's good for me. Maybe we can continue after. No problem. Thank you. Miigwech. Bon, je vais vous saluer
saluer quoi Michael, puis quoi Gopatu, puis quoi Shannon. J'espère que vous allez bien dans vos régions, là, dans vos communautés. Ce que j'aimerais dire, moi, ce soir, là, c'est que j'ai fait un rêve, OK, dans 2012. J'avais rêvé le bâton de parole. Puis le bâton de parole était illuminé comme le soleil. Mais à l'intérieur du bâton de parole, il s'était écrit « On est tous dans la danse ». Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand moi je travaille pour mes droits, mettons mes droits autochtones, je travaille pas juste pour mes droits autochtones. Je travaille pour l'environnement autour de nous. La terre, tu sais, la terre-mère. Puis, je suis très consciente de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Puis, je suis très consciente comment ils sont les dirigeants, comment ils sont assoiffés de pouvoir, assoiffés d'argent. Mais ils tiendront jamais compte de la vie en général avec la nature, les animaux à protéger et tout ça. Ce que moi, je voudrais dire ce soir, là, nos droits, mes droits à moi, mes droits ancestraux, ont tout rapport à l'environnement. Je le dis souvent, ça. Puis pourquoi j'ai commencé à travailler avec les environnementalistes ou les écologistes, c'est dans le but que tout le monde travaille ensemble pour sauver l'environnement. Les rivières à protéger, les lacs à protéger. Même ma mère, là, est décédée en 2014, avant de partir. Elle a dit, les gouvernements, ils ont tout pris. Ils nous ont tout pris, nos terres, nos vies. Ils ont changé nos vies. Ils ont changé complètement, il dit, notre mode de vie, notre mode culturel, traditionnel, la façon de se nourrir, la façon de se soigner, la façon d'enseigner nos enfants. Ils ont tout changé ça complètement. Même ma tante Anne, hein, vous savez, là, quand elle a écrit son livre, elle a dit la même chose. Puis maintenant, il dit que les gouvernements, ils ont tout pris, ils veulent plus rien savoir, il dit de nous autres. Nous, les Inuits, les Atikamekw, les Algonquins, tous les cris, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait présentement? Les gouvernements, ils divisent les nations. Parce que, mettons juste entre Inuits, on avait des droits qui étaient indivises. On ne pouvait pas les diviser. Tout le monde travaillait dans le bon sens. Les Inuits, les chefs, ensemble, ils travaillaient pour protéger leur vie ancestrale, leur vie de trappeur, leur vie de chasse. Présentement, là, ça a tellement changé que les gens disent « Ah, on est au 21e siècle, il faut que ça change. » Ça a changé. Toutes les choses d'avant du 19e siècle, là, ils disent que c'est, mettons, quelque chose qui est dépassé, là. Fait que, mais ce qui était dépassé dans le temps, c'est ça qu'on vivait. C'était ça notre vie. Puis aujourd'hui, quand j'entends parler des jeunes ou des personnes même de 40 ans, 50 ans maintenant, là, ils vont dire « Ah, la vie d'autrefois, c'est dépassé. » Puis pourtant, moi, là, je veux dire, je parle pas toujours peut-être pareil comme d'autres, parce que moi, je crois encore que la loi sur les Indiens est une chose qui était là pour sauvegarder nos droits ancestraux. Puis, je suis peut-être la seule à parler de même, encore aujourd'hui, là, quelqu'un qui a vécu dans le 19e siècle, mettons. Parce que moi, des fois, même au niveau écriture, ils vont dire, ah, elle, là, elle écrit comme dans le vieux temps. Tu sais, la langue Innu, là, Innu-Aimun, là, des fois, ils disent, ah, elle écrit comme dans le vieux temps. Mais moi, je suis très consciente que dans le temps des chasseurs, comme mon père, ma mère, ils avaient des droits, mais ils se battaient toujours pour garder ces droits-là. Puis aujourd'hui, ben, tout ce que le gouvernement veut faire, c'est encore ils nous subdivisent. Hein? Ils nous ont divisés entre les nations, puis maintenant ils nous subdivisent. Même le mot nation n'existait pas avant. Aujourd'hui, les gouvernements, ils disent, maintenant les communautés, on va leur donner chacun une nation, la nation Atikamekw, la nation Innu, la nation Cri, tu sais, pour encore nous subdiviser, pour qu'on se comprenne plus entre nous autres. Puis c'est ça que moi, je déplore ça, là, qu'on soit tous divisés les uns les autres.
Puis une chose que j'aurais aimé ça aussi dire, c'est que, tu sais, il y a presque plus de terre à protéger présentement. J'écoutais Michael tantôt parler de ce qui se passe à Mashteuiash, là, avec les Sipit et Noteshquan. Je me demande même si les Inuits, présentement, ils écoutent la présentation de ce soir. Puis j'aimerais bien ça, parce que personne bouge. Moi, j'en vois pas des gens qui bougent. C'est toujours les mêmes qui bougent. Shannon est là, Michael bouge, d'autres que je connais. Puis aussi Jeannette, puis l'autre, mais on n'en voit pas beaucoup qui bougent. Puis parce que pourquoi? Parce qu'on comprend pas pourquoi ils bougeraient. Ils pensent qu'ils ont tellement confiance au conseil de bande, à leur chef, que eux autres, ils croient au conseil de bande, les yeux bandés, là. Les yeux bandés. C'est qu'ils regardent pas ça. Moi, ça me fâche tellement de voir que, présentement, les territoires de chasse que nos pères, là, les protégeaient pour nous. Puis présentement, nous autres, on s'en balance. C'est comme dans la vidéo que j'ai fait, là, on les met tout à la poubelle. Je trouve ça terrible en ce moment que les gens soient comme ça. Là, j'ai sorti, ici, là, je vois une Nitassinan des Premières Nations, et c'est Mashteuiash, Noteshquan, là, tout le territoire que le gouvernement revendique au fond pour que ça devienne une propriété complètement québécoise, là. Ben, c'est ça. Eux autres, ils vont avoir juste des petits Inuassi. Ils vont vivre leur vie traditionnelle dans les petits Inuassi. C'est qui les gens qui sont complètement en accord avec ça? Ils savent même pas qu'ils vont vivre dans les petits Inuassi. Il n'y a pas grand monde, je trouve, qui regarde ou qui comprennent qu'ils vont être des petits prisonniers dans le Inuassi. Tout le monde dit, on vit dans les réserves autochtones. On vit encore dans les réserves autochtones. Mais au fond, si on a gardé la langue Innu, c'est à cause qu'on a été enfermés dans les réserves indiennes. On a été capable de garder la langue Innu à cause de ça. Mais présentement, avec le Inuassi, on diminue comme peuple Innu, on diminue entre peuples. Là, il y a plein de choses qui se passent présentement, même avec le code de citoyenneté. Le code de citoyenneté qui va rentrer dans tous les villages. C'est quoi qu'ils font, vous pensez? Mashteuiash, puis Sipit, puis Noteshquan. C'est le code de citoyenneté, tout ça, là, même à Wendake. Quand je suis allée à la dernière réunion à Wendake, le chef, il dit, comment tu t'identifies? Comment je m'identifie? J'ai dit, je m'identifie Inuandat. J'ai dit, j'ai mes origines. Et il me répète encore, il dit, comment tu t'identifies? Là, j'y répète encore, j'ai dit Inuandat. Puis là, il me dit, il dit les têtes de boule. Tu sais, il appelle les Inuits les têtes de boule. Puis je sais pas d'où ça vient ce mot-là, là, tête de boule. C'est comme insultant un peu. Je sais pas si ça a rapport à d'autres peuples. Là, mais moi, je l'ai trouvé vraiment insultant, là, quand il m'a dit ça. C'est que j'ai dit, tu t'es pas regardé? Tu sais? Puis là, il est venu rouge, là. Il est venu rouge, puis les gens qui étaient là, la plupart des gens qui étaient là à Wendake, à la salle publique, là, il n'y avait pas grand monde, mais le peu de gens qu'il y avait là, ils riaient là. C'est que quand on travaille pour confronter, mettons, les chefs, c'est pas une chose qui est facile. Parce qu'eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur gros montant d'argent pour fonctionner leur conseil de banque. Parce que maintenant, les conseils de banque, c'est comme si c'était des grosses maisons d'entreprise. Fait que c'est ça que moi, je voulais dire au fond par rapport à tout ça, pourquoi je travaille, c'est dans le but qu'au fond, on est tous pareils, qu'on soit québécois, qu'on soit noir, qu'on soit indien, qu'on soit chinois, tout ce qu'on veut. C'est un endroit où on peut vivre en sécurité, puis avec chacun des droits. On a chacun des droits. Moi, je considère que j'avais des droits acquis au niveau de la loi sur les Indiens qui me permettaient d'avoir un grand territoire. Hey, je regarde le grand territoire de Mashteuiash, là. Il était grand, même celui de Betsamet. Puis là, je vois la couleur rouge, là, il est tout petit à l'intérieur de la Grande Terre. Ça va être ça, leur petit territoire maintenant. Et je trouve ça tellement comme si je vivais dans un mauvais rêve, là. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça, comment que les Inuits sont pas réveillés. Ils sont pas réveillés, les Inuits. Je regarde
moi, à Matamekouche, je viens de là, moi, juste pour raconter un peu mon histoire. Quand je raconte ça, des fois, là, j'avais 15 ans, quand il y a eu la question de la baie James. Ben, qu'est-ce qui est arrivé encore là? C'est que c'est les cris avec les Naskapi que le gouvernement a fait une entente, puis il a complètement tassé les Inuits de Matamekouche pour acheter les terres là-bas. Puis eux autres, ils ont vendu les terres. Puis là, ben, pendant plusieurs années, ils vont recevoir plein d'argent. Mais tu sais, quand je lis, là, un jour, ils ne recevront plus rien. Puis, il n'y aura plus d'argent pour eux autres, à moins qu'ils investissent dans les mines pour encore saccager les terres, de ce qui va rester des terres. Fait que c'est ça, là. J'aimerais ça demander aux Québécois, aux environnementalistes, aux écologistes qui ont conscience que la terre est importante à protéger, mettons, qui aideraient les nations, les communautés autochtones pour qu'ils protègent leurs terres. Présentement, le gouvernement, là, il a donné ces droits-là aux Indiens. Pourquoi qu'on serait pas capable de les garder, ces droits-là? Tu sais, parce que présentement, oui, je comprends l'autonomie gouvernementale, tout le monde en veut un, mais l'autonomie gouvernementale, c'est ce qu'il veut, le gouvernement, que l'autonomie gouvernementale soit accordée aux chefs autochtones. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ben, les gens dans la communauté vont devenir des esclaves des chefs. C'est ça que moi je dis. Ils vont devenir des esclaves. Puis là, quand ils ne seront pas contents de nous, là, comme ici, moi, mettons à Wendake, parce que je confronte trop le chef, là, ils pourraient même me mettre dehors. Je le sais. Ils pourraient le faire, parce que c'est lui qui va être le divin roi ici à Wendake. Fait que moi, je ne m'agenouille pas devant les chefs des conseils de bande. C'est ce qui complète l'émission pour aujourd'hui. Vous écoutiez de Parties essentielles, résistance et protection contre GNL et au-delà, organisé par Alliance Maman en construction, avec Shannon Chief, Michael Paul et Shani Piap. Vous êtes donc toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Pour en savoir plus sur Alliance Maman en construction, recherchez cette page Facebook. Aussi, vous pouvez participer à la campagne de financement de Odewin Gatherings for Anishinaabe Resurgence, autrement dit, rencontre Odenewin pour la résurgence Anishinaabe. C'est une campagne de financement en ce moment sur GoFundMe. Vous pouvez trouver cette campagne de financement sur GoFundMe à Odenewin Gatherings for Anishinaabe Resurgence, donc Odenewin O majuscule D-I-N-E-W-I-N, Gatherings G majuscule A-T-H-E-R-I-N-G-S, for F-O-R, Anishinaabe A majuscule N-I-S-H-N-A-B-E, Resurgence R majuscule E-S-U-R-G-E-N-C-E. Vous pouvez aussi le trouver sur les pages Facebook de Shannon Chief ou Laurence Desmarais, qui sont les responsables de cette campagne de financement. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.